Alors, donc aujourd'hui, on va parler. Alors, attendez. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que vous voyez là le diaporama que j'affiche? Oui? Oui. Ok. Donc, on va parler de la relecture dans le ballet classique. Donc, les extraits que j'avais mis, c'était, il y avait deux pièces différentes. Il y avait Le Sacre du Printemps de Maurice Béjart et Gisèle de Matzek. Donc, l'image qui est sur la droite, là que vous voyez, où ils sont tous très nombreux avec les mains tendues vers le couple qui est au milieu, ça, c'est Le Sacre du Printemps de Maurice Béjart. Et l'autre côté, la danseuse qui est en grand jeté avec les bras là qui font comme une courbe, c'est Gisèle de Matzek. Donc du coup, pour démarrer, juste en petite introduction, une relecture, c'est quoi? C'est une reprise ou une réinterprétation d'une œuvre qui a déjà été créée. Donc là, sur les images que vous voyez, donc la première en bas sur la gauche, c'est le Sacre du Printemps dans la version dont on a parlé là, il y a 15 jours, donc avec les danses rituelles païennes. Et à côté, là, les deux danseurs qui se touchent là avec le plexus, c'est la version Sacre du Printemps de Béjart. Et ensuite, à côté, on a la danseuse de Gisèle, ballet romantique, le tutulon, les pointes. Et à côté, on a la Gisèle de Matzek, version contemporaine. Voilà, donc je vous ai mis à chaque fois deux images pour. Donc c'est la même thématique, le même propos, sauf que ça va être vu par deux chorégraphes différents. Est-ce que ça va, ça, pour tout le monde? Ouais? Donc, première pièce dont on parle, le Sacre du Printemps. Donc, Maurice Béjart. Donc, je vais juste faire un petit retour en arrière, même si vous étiez là il y a 15 jours. Mais donc, le Sacre du Printemps, dans sa version originale, il a été créé le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. C'est Igor Stravinsky qui crée la musique, qui a cette idée de concevoir une œuvre musicale autour d'un rituel païen. Et il va demander à Nijinsky d'en faire la chorégraphie. Vous vous souvenez, il y a 15 jours, j'avais dit qu'à l'époque, ça avait créé un scandale pas possible, notamment parce qu'on était en rupture par rapport à l'écriture musicale de ce qui se faisait à l'époque. On est sur une musique saccadée, qui n'est pas du tout lyrique, avec une écriture rythmique qui est très complexe et qui, à l'oreille, n'est pas forcément toujours très facile à écouter. Et puis aussi, on est dans une rupture complètement chorégraphique, puisque la danse se fait en dedans, les mains sont cassées, les corps sont désarticulés, et on ira même jusqu'à dire que c'est une danse qui est complètement sauvage et bestiale. Alors, pourquoi, encore une fois, j'arrive plus à revenir? Alors, attendez. J'essaie d'admettre Sakina. Voilà, ça devrait arriver. Et je reviens dans mon diaporama. Pardon. Donc voilà, donc ça c'était la version Sacre du Printemps en 1913 quand c'est créé par Nijinsky et Stravinsky. Maintenant, Maurice Béjart, lui, c'est un chorégraphe qui, dans les années 50, c'est un danseur français qui a été formé par Roland Petit, dont le père est philosophe. Donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup aussi écrire et réfléchir sur la danse, en plus de la faire. Et en fait, il va jamais vraiment trouver sa place dans les années 50 en France dans la chorégraphie. Et il va avoir une proposition du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles de venir s'installer avec sa compagnie à Bruxelles. Et le directeur du théâtre, parce que la situation financière de Maurice Béjart à ce moment-là est complètement désastreuse, du coup, le directeur du théâtre va lui proposer de faire un Sacre du Printemps, de faire sa version du Sacre du Printemps. Et il va créer cette version le 8 décembre 1959 au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, avec deux de ses danseurs fétiches qui sont Germinal Casado et Tania Barry, avec qui il va faire plein d'autres projets, pièces de danse.
Voilà, pardon, je suis encore revenue en arrière parce qu'il y a encore des élèves qui arrivent. Et donc voilà, donc c'est créé à peu près 60 ans après le premier sacre du printemps. Donc là, je vous ai mis quelques images aussi qui vous permettent de voir un peu de quoi on parle. Et comme il y en a qui n'ont pas regardé les vidéos, ce que je vous propose, c'est de regarder un premier extrait ensemble. D'accord? Donc j'arrête ça. Je vais passer sur... Toujours pas, il ne veut toujours pas me le faire. Je suis désolée, hein, ça prend un petit peu de temps, toutes ces manies. Partager l'écran. Alors, le premier extrait qu'on regarde, vous voyez tous? Oui. Oui. Ça, c'est sur YouTube? Ok. Donc ça, c'est le sacre version Maurice Béjart, 1959. D'ailleurs, on voit la qualité du film n'est pas très bonne. Vous entendez la musique? C'est pas forcément ce qu'il y a de plus mélodique. Alors, je vais avancer un petit peu. Alors ça, c'est la variation de l'élu. J'avance encore un peu. On va reprendre encore un peu plus loin. Bon, je vais pas. Vous prendrez le temps de regarder en approfondissant un peu tout ça à la maison. Mais en tout cas, voilà, pour vous donner un peu une idée de ce que c'est le sacre de Maurice Béjart. Donc, on continue maintenant qu'on a vu quelques images. On va essayer de regarder les éléments qui sont communs avec la version originale. Parce que dans une relecture, il y a toujours des éléments qui restent et des éléments qui sont nouveaux. Donc là, la musique de Stravinsky, Béjart, il va la prendre et il va composer la danse intégralement sur la musique de Stravinsky sans rien toucher. Ce qui va aussi ressembler au sacre de Nijinsky et de Stravinsky, c'est que ça va être une danse assez aussi sauvage et assez bestiale. Donc on voit dans les extraits, hein, c'est des corps qui sont vraiment, j'ai mis arc-boutés, mais qui sont tendus au maximum. Il y a des grandes arabesques, il y a des grands sauts. Les mains, elles sont aussi souvent très tendues vers le ciel, comme on voit sur la photo là, du danseur qui est en grand jeté. Et alors là, on n'a pas beaucoup vu dans les extraits, mais dans la pièce, il y a aussi, ils ouvrent la bouche comme s'ils étaient en train de crier. Donc tout ça fait que ça donne une danse assez brute, assez violente presque à regarder.
Voilà, donc là, je vous avais remis l'extrait qu'on vient de voir ensemble, donc je vais continuer, je vais avancer. Et maintenant, on va voir en quoi Maurice Béjart il va se détacher de la version originale et il va proposer quelque chose de nouveau. Alors lui, son propos, il va créer 2 groupes. Vous avez vu dans la vidéo, il y a un groupe de femmes et un groupe d'hommes qui vont s'affronter. Dans chaque groupe, ils vont élire une femme et un homme qui vont accomplir le rite sacré de l'accouplement. Donc en fait, tout le jeu, c'est de créer cette tension entre les 2 groupes jusqu'à savoir qui va être l'élu. Donc le moment que je vous montre, c'est le moment où la femme est choisie, l'élu est choisi, son groupe l'a choisi, donc elle se fait exclure du groupe de femmes pour devenir l'élu. Donc toute la pièce est basée sur cette tension-là et ce jeu entre le groupe d'hommes et le groupe de femmes. Et du coup, pour accentuer ça, il va aussi jouer sur les formes géométriques. Donc, si vous voyez la pièce en entier, vous vous rendrez compte qu'il va beaucoup utiliser le cercle et le triangle. Et il va beaucoup passer de ces 2 formes géométriques. Bon, alors en plus, Béjart, il a de la chance parce qu'au Théâtre de la Monnaie, il peut avoir, vous avez vu, je ne sais pas combien il y a de danseurs, mais je pense que c'est plus d'une trentaine de danseurs qui sont dans cette pièce. Donc, grâce au nombre de danseurs, il va aussi pouvoir donner un effet de groupe hyper fort qu'on n'aurait pas si on avait un nombre plus restreint de danseurs. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il en fait. Et puis, il va, lui, complètement partir dans l'abstraction. C'est-à-dire que vous voyez, il n'y a pas de narration, il n'y a pas de costume. Il y a pas... Alors, quand je dis il n'y a pas de costume, bien sûr, ils sont habillés. Hein. Ils ont des académiques vraiment très, très moulants, dans des couleurs pastel. Mais en tout cas, c'est vraiment très, très sobre. Ça ne nous permet pas de dire, bah, ça se passe à telle époque, un tel est de telle classe sociale, comme on peut l'avoir dans le ballet classique. Pas du tout. Là, c'est complètement abstrait et il n'y aura pas non plus du tout de décor. Donc voilà en quoi Béjart il va s'approprier ce sacre-là. Alors, en 59, quand la pièce est créée, ça fait vraiment un énorme succès. Tout de suite, le public va être au rendez-vous et il va complètement adhérer à cette vision du sacre de Béjart, même si c'est une vision qui est complètement novatrice aussi. À cette époque, on ne danse pas comme ça, on n'a pas ce vocabulaire-là. Béjart, il va commencer à inventer son vocabulaire avec le sacre, et puis après, ça deviendra le monstre sacré de la danse que tout le monde connaît. Donc voilà. Et d'ailleurs, on dira de lui en 59 déjà que c'est le chorégraphe de la modernité. Donc par la suite, ça s'est amplement vérifié puisqu'il va créer des tas et des tas de pièces qui sont extrêmement connues. Et le ballet de Béjart, qui continue d'exister aujourd'hui, puisqu'ensuite, après 20 ans à Bruxelles, il s'est disputé avec le théâtre et tout ça, donc il part en Suisse à Lausanne, il installe sa compagnie à Lausanne, elle y est toujours, et elle continue de danser son répertoire. Donc, de temps en temps, il danse le sacre du printemps. Voilà, alors c'est des nouveaux danseurs, la technique, elle a évolué, mais l'essence de la pièce reste complètement la même. Est-ce que ça va, ça, pour tout le monde? Ouais? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? Personne? Dites-moi, hein, sinon vous ouvrez votre micro et puis vous me dites. Hein. Ok. Alors, il y a d'autres chorégraphes qui vont reprendre le sacre, parce que le sacre, c'est tellement un monument, une œuvre musicale incontournable que tous les grands chorégraphes, ils vont à un moment de leur carrière faire un sacre du printemps. Alors, je voudrais juste qu'on regarde, je vais arrêter le PowerPoint. Et je voudrais juste vous montrer un extrait du sacre de Pina Bausch. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom? Oui. Oui. Alors, je vous montre juste quelques images. Donc là, on est en 75 quand Pina Bausch elle fait son sacre.
s'engage à ne pas augmenter ses tarifs photo jusqu'à fin 2021. Faites un devis en ligne. Voilà. Donc, voilà, le sacre du printemps de Pina Bausch, je ne vais pas le développer plus que ça là maintenant. Ça pourrait faire l'objet d'un cours complet. Mais c'est aussi une des versions du sacre qui a vraiment fait date dans l'histoire de la danse. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir des choses sur Internet, n'hésitez pas, on trouve assez facilement des extraits. Et puis, je vous ai mis aussi ici un petit lien, je vais remettre le diapo, avec Prège Locage, qui a fait aussi une version. Et dans ce lien, il explique un peu comment il a fait son sacre et les étapes de travail et tout ça. Donc voilà, si vous êtes curieuse, vous pouvez aller un peu jeter un œil sur ces liens qui sont d'autres relectures du sacre du printemps. Est-ce que ça va? Ouais? On continue? Alors, oui. Attendez, parce que j'ai Juliette qui vient d'arriver. Je vais lui demander de mettre sa vidéo. J'ai Sakina. Tac. Alors, du coup, maintenant, on va passer à la deuxième pièce qu'on va regarder. Alors là, on est... si j'avais mis une petite citation de Béjart. Attendez, il faut que je le mette comme ça. Je vous la lis. À propos de son sacre, il dit « Qu'est-ce que le printemps, sinon cette immense force primitive, longtemps endormie sous le manteau de l'hiver, qui soudain éclate et embrasse le monde, que ce soit à l'échelon végétal, animal ou humain. L'amour humain dans son aspect physique symbolise l'acte même par lequel la divinité crée le cosmos et la joie qu'elle en retire. À un moment où les frontières anecdotiques de l'esprit humain tombent petit à petit et où l'on peut commencer à parler d'une culture mondiale, rejetons tout folklore qui ne soit pas universel et ne retenons que les forces essentielles de l'homme, qui sont les mêmes dans tous les continents, sous toutes les latitudes, à toutes les époques. Que ce ballet soit donc dépouillé de tous les artifices du pittoresque, l'hymne à cette union de l'homme et de la femme au plus profond de leur chair, union du ciel et de la terre, danse de vie ou de mort, éternelle comme le printemps. » Alors pour celles qui vont passer le bac là, cette année en philo, je vous laisse méditer et puis vous m'en direz des nouvelles quand on se reverra en vrai, d'accord? Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que vraiment, c'est dépouillé de tous les artifices. On ne garde que l'essence de l'homme et de la femme et de ce rituel sacré de l'accouplement. En gros, c'est ce qu'il dit dans ce texte, mais comme il est très porté sur la philosophie, voilà. Il y a plus de mots que ça. Ça va? Ok. Alors, on passe à Gisèle. Donc, Gisèle de Matzek. Alors là, on est Matzek quand il crée cette... Alors, Matzek, attention, chorégraphe suédois. Donc là, on n'est plus en France, Suède. Il va créer cette pièce en 1982, donc il y a 38 ans. Et ce sera dansé par le ballet Kullberg, qui est le ballet national suédois, en fait, le ballet Kullberg, qui va diriger pendant plusieurs années. Donc la musique, elle est de Adolphe Adam et la chorégraphie, elle est de Matzek. Donc là, Matzek, vous le voyez sur les photos. Et puis la dame qui est avec lui, c'est Anna Laguna, c'est sa femme. Et c'est elle qui va interpréter la plupart des grands rôles qu'il va créer pour le ballet. Voilà, et qui créera le rôle de Gisèle en 1982. Donc, je refais un retour en arrière. Gisèle, création originale, la première fois que c'est dansé, c'est le 28 juin 1841 à l'Académie royale de musique, qui est aujourd'hui l'Opéra de Paris. La musique est de Adolphe Adam. Le livret de Théophile Gautier. Donc, quand on dit le livret, c'est le propos de l'histoire. Et la création originale, elle est de Jean Coralie et Jules Perrault. C'est un ballet romantique, un ballet blanc, en 2 actes. Donc, je vous ai fait un petit résumé rapide. Gisèle, c'est une jeune paysanne qui aime Albrecht, qui lui a juré fidélité. Elle danse en son honneur et elle oublie les remontrances de sa mère qui lui rappellent l'histoire des Willis. Les Willis, ce sont des jeunes filles qui sont transformées en fantômes pour avoir trop dansé. Donc elle lui dit, attention Gisèle, ne danse pas trop parce que si tu continues comme ça, tu vas finir en Willis. Bien sûr, elle s'en fiche, hein, elle continue à danser.
D'un autre côté, on a Hilarion, qui est le garde-chasse, qui est amoureux de Gisèle, et qui va révéler à tout le monde qu'Albrecht est en fait un duc qui est déjà fiancé et qu'il est en train de tromper Gisèle. Gisèle, elle croit qu'il est juste amoureux d'elle et qu'ils vont se marier et que tout ira bien, sauf que lui, il est duc d'un côté, alors qu'elle, c'est une paysanne, et en plus, il est déjà fiancé avec quelqu'un. Gisèle, quand elle apprend ça, elle perd la raison. C'est ce qu'on appelle la scène de la folie. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Et elle va mourir. Elle s'effondre sans vie. Deuxième acte, donc ça c'est le premier acte. Deuxième acte, on est dans l'acte blanc. Il y a Albrecht et Hilarion qui viennent se recueillir sur la tombe de Gisèle et qui vont être la proie des Willis et de leur reine Myrtha, qui va les condamner à danser jusqu'à la mort. Gisèle, elle va bien sûr tenter de sauver Albrecht parce que bien sûr elle est amoureuse toujours de lui, même si elle s'est transformée en Willis. Et elle va vraiment réussir à le sauver que parce que le soleil se lève et qu'elle disparaît, puisque les Willis n'apparaissent que la nuit. Voilà, donc c'est vraiment l'histoire, une histoire d'amour impossible. On a tous les éléments du ballet romantique que j'avais déjà décrit il y a 15 jours. Ça, c'est la version originale. Ensuite, pourquoi je ne peux pas faire ça ? Attendez, hein, de nouveau, est-ce qu'il y a encore des gens qui arrivent ? Bon, je ne sais pas. Du coup, les éléments communs qui vont être conservés par Matsek, c'est les personnages principaux. Gisèle, donc la paysanne, Albrecht, le prince dont Gisèle tombe amoureux, mais qui en fait est déjà marié avec quelqu'un, et Hilarion, le garde-chasse qui est amoureux de Gisèle. Il va garder le découpage en 2 actes, en 2 parties, et il va garder l'idée de cet amour impossible et de la femme qui est trompée par son amoureux. Voilà, donc ça, c'est les éléments de base qu'il va garder. Mais il va en faire une interprétation bien à lui. Alors, avant de faire ça, on va regarder quelques images pour celles qui n'ont pas eu le temps. Donc, ici, tac, on va regarder ça. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon après j'ai peur de manquer de temps, mais même chose, vous pourrez retrouver toutes ces vidéos sur YouTube, vous inquiétez pas, et les regarder tranquillement à la maison ou regarder les extraits que j'ai partagés. Alors du coup, comment Matsek il va réinterpréter cette Gisèle. Alors déjà, il va complètement transposer ça à la période actuelle et il va faire de Gisèle l'idiote du village. Donc c'est vraiment la fille un peu bébête, un petit peu simplette, qui va tomber amoureuse d'un citadin qui est Albrecht et qui va abuser d'elle puisqu'il va, il va lui promettre monts et merveilles et puis après il va partir. Donc ça c'est le premier élément qui transforme complètement.
Donc Gisèle, elle a un petit béret sur le front, elle est un peu exaltée, un petit peu, entre guillemets, faux-folle. Voilà, même si en fait, elle n'est pas tant que ça. La folie de Gisèle et sa transformation en Willis, il va la transposer dans un asile psychiatrique. Le deuxième acte, ils sont tous habillés en blanc, ils ont des camisoles de force et il y a aussi des infirmières qui seront mises en scène. Et en fait, Gisèle, quand elle apprend que Albrecht, il va la laisser tomber, elle devient folle et donc on l'enferme dans un asile. Et toutes les femmes qui sont enfermées avec elle sont aussi, entre guillemets, malades d'amour, en fait, parce qu'elles ont été abandonnées. Et Gisèle, elle va soigner sa folie, en fait, par l'amour. C'est ça, toute la beauté de la relecture de Matzek, c'est de se dire que même si elle a été trompée, eh ben, elle aura sa rédemption par l'amour. Voilà. Ça va pour tout le monde? Ouais. Et puis, il va faire une autre chose, Matzek, c'est qu'il va réadapter la musique d'Adolphe Adam. Il va faire une version plus courte. Donc, il y a des choses musicalement qu'on trouve dans la version originale qui disparaissent dans la version de Matzek. Et donc, il fait vraiment le portrait d'une femme qui est trompée. Et c'est comme une critique, en fait, de notre propre société et de comment ça peut fonctionner aujourd'hui. Donc forcément, quand c'est sorti, ça a fait vraiment un succès tout de suite incroyable. Voilà. Alors, pour les éléments chorégraphiques, on va regarder une petite vidéo. Alors, de nouveau, je m'excuse pour les pleurs, mais si vous entendez. Alors, on va regarder ça. Ça s'appelle la Minute du spectateur. C'est fait par la Maison de la Danse à Lyon. Et ça va vous donner quelques clés sur le Gisèle. La pièce Gisèle du chorégraphe suédois Matzek fait partie des reprises les plus remarquables du ballet de l'Opéra national de Lyon, compagnie de formation classique dont le répertoire est contemporain. La relecture du ballet romantique Gisèle que Matzek crée à Stockholm en 1982 pour sa compagnie le ballet Kullberg est un événement. Elle conserve la trame et la musique originale, mais en accentue le tragique de la situation. L'héroïne, la demeurée du village, abusée par un don Juan venu de la ville, ne mourra pas, mais finira à l'asile psychiatrique. Voiles et tutus longs des Willis font alors place aux blouses d'infirmières et aux camisoles de force. La transposition que Matzek opère n'est pas factice, mais visionnaire. Sa violence et son expressionnisme moderne nous touchent profondément. Il reste aujourd'hui l'un des grands maîtres de la danse du XXe siècle. Le regard acéré du chorégraphe est renforcé par son écriture du mouvement. Les poignets sont cassés, les jambes écartées ou pliées. Les grands jetés deviennent la seule échappatoire. Le ballet de l'Opéra national de Lyon a su s'emparer de ce vocabulaire expressif et le maîtrise aujourd'hui mieux que quiconque. Voilà. Donc, juste, je vais terminer en revenant donc, sur ce qu'elle a dit très bien, que du coup, les éléments chorégraphiques qui vraiment caractérisent à la fois la danse de Matzek, parce qu'il ne fera pas que cette pièce-là, mais plus particulièrement cette Gisèle, c'est que c'est une danse qui est vraiment ancrée dans le sol, avec des larges pliés à la seconde, jambes ouvertes. Les grands sauts sont vraiment hyper présents et ça donne vraiment cette idée qu'ils veulent vraiment franchir toutes les barrières qu'ils auraient devant eux, s'échapper de leurs propres conditions.
C'est un vocabulaire qui est très expressif. Il va aussi beaucoup rajouter de gestes enfantins et humoristiques qui vont rendre sa danse extrêmement agréable à regarder, avec plein d'entrées possibles pour vraiment adhérer à son propos. Donc voilà, vous pouvez aussi trouver beaucoup d'extraits sur YouTube de Gisèle de Matzek et d'autres pièces de Matzek. Donc si vous êtes intéressé que là, les premières images qu'on regarde ensemble vous parlent, il ne faut pas hésiter à aller chercher plus loin. Alors juste, je termine rapidement cette petite séance pour vous dire qu'en fait, la relecture, donc là, on s'est focalisé sur des choses de danse, puisque moi, je suis quand même plus spécialisée en danse. Mais en fait, la relecture, c'est un principe qui peut s'impliquer à plein d'autres disciplines. Donc, sur cette page-là, la dernière, je vous ai mis d'autres médiums, d'autres disciplines qui se sont saisies de grandes œuvres et qui en ont donné des réinterprétations, des relectures. Donc, je pense par exemple à Roméo et Juliette au cinéma, avec Leonardo DiCaprio. Ça peut vous pousser à regarder ce film éventuellement quand il était très jeune. Sinon, peut-être que vous l'avez vu aussi, c'est le film Black Swan avec Nathalie Portman et Vincent Cassel. Non? Bon, alors allez voir les bandes annonces parce que là, pendant les vacances de Noël, vous allez vous ennuyer, c'est sûr. Alors, vous aurez des choses à regarder. En danse, il y a des versions aussi. Par exemple, Matzek, il a fait une version de Carmen. Carmen, à la base, c'est un opéra. Lui, il en donne une version dansée qui est aussi hyper chouette. Donc, je vous ai mis un extrait. Il y a des musiques aussi qui peuvent être réinterprétées, remasterisées, remixées. Donc voilà, je vous ai mis aussi des petits exemples à aller voir. Et puis, juste pour terminer, on va écouter ça ensemble. Est-ce que vous voyez ? Non. Vous avez parfois le son. Attendez, ça c'est la pub, on s'en fout. Hop. Hop. Mozart para los Vous demás voyez ? fue con su papá de aquí para allá, sorprendiendo a reyes de la alta sociedad y batiendo muchos récords de destreza a corta edad. A los 4 toca clavicordio, a los 6 domina ya el violín, lee la música a primera vista e improvisa como John Coltrane. Érase una vez un niño genial y su padre un espabilado de manual. Giran años por Europa, lucimiento del chaval, por las cortes de Múnich, París, Londres y La Haya, y en su Austria natal embelesó al emperador. En Versalles los Mozart tocan para el rey Luis XV. Su primer oratorio con 9 años terminó. La verdad es que la obra mozartiana hoy no tiene parangón porque como bon, voilà, c'est juste pour dire que là, du coup, elle prend Mozart et elle va le chanter. Donc, ça donne aussi quelque chose de complètement différent qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et que voilà, c'est aussi des relectures, des réinterprétations qui sont faites dans plein de domaines, en danse, mais ailleurs. Voilà. Donc, sur le PowerPoint, il sera mis sur le Padlet. Donc, si vous voulez aller chercher les liens, regarder les vidéos, n'hésitez pas. Et puis, en fait, sinon, après, il suffit sur YouTube de taper Gisèle, Matzek, Le Sacre du Printemps, Pina Bausch, déjà, et vous avez une liste qui défile si vous voulez voir plus. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des choses qui ne sont pas claires, que vous n'avez pas compris? Oui, Faustine. Moi, c'était par rapport au premier extrait de la relecture de Gisèle quand elle pousse les gros œufs. En fait, c'est quoi c'est quoi les gros œufs en fait? C'est quoi le truc en fait? Les œufs pour Matzek, ça symbolise un peu l'amour, si tu veux. Donc en fait, c'est un peu de ce que tu vas prendre soin, ce que tu vas couver et tout ça. Et donc Gisèle, elle en a plein parce qu'elle est, comme j'ai dit au début, elle est un peu simplette, mais elle est exaltée, quoi. Elle est hyper amoureuse. Donc et puis au fur et à mesure, elle va envoyer un peu valser tout ça parce qu'elle est un peu en colère et donc sa folie prend le dessus. Mais voilà, ça symbolise ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions? N'importe quoi, hein, c'est pas forcément... Il n'y a pas besoin d'avoir une super question, des choses que vous voulez savoir, non? Ok, bon écoutez, n'hésitez pas à aller voir les liens, les petites vidéos, et puis voilà.
Alors, je l'ai dit à plusieurs élèves, mais je vais le dire à ceux qui sont arrivés en cours de route. Je ne sais pas si vos parents ont eu l'occasion d'écouter notre Premier ministre ce midi, mais on avait espoir que l'école de danse puisse rouvrir au 15 décembre. Alors, toutes les activités peuvent reprendre, sauf le chant et la danse. Malheureusement. Donc, a priori, on ne reprendra pas avant le 20 janvier. Ouais, j'en vois qui font des gros yeux. Alors, on espère que la situation sanitaire, elle va s'améliorer et que peut-être on pourra reprendre plus rapidement que ce qu'ils disent. Donc, vraiment, moi, j'espère, je croise les doigts. J'étais très, très triste ce midi, mais bon, voilà, malheureusement, on ne peut pas vraiment aller à l'encontre de tout ça. Donc, on va continuer les visios, on va continuer à vous proposer des choses peut-être encore de culture chorégraphique, ou on va réfléchir à d'autres choses avec Amandine. Voilà. Mais continuez à vous connecter, même si c'est un peu pénible. Pour l'instant, c'est la seule option qu'on a pour garder le contact. Ok? Je vois Bertie qui se marre. Elle parle avec quelqu'un d'autre en même temps. Elle est sur son J'entends ordinateur. pas. En fait, j'entendais pas. T'entends À un moment, j'entendais plus. En fait, t'as rien entendu du coup? Ah bah d'accord. Si, juste là à la fin. Ah, juste à la fin. Bon, ça va, tu me Je sais rassures. pas, j'entendais plus. D'accord. Ouais. Bon, Non, oui, non, sinon je l'aurais dit. d'accord. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être Merci. venus. Et puis, à très vite. À très vite. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.